analystes quantitatifs résolvent dans le monde des matières premières, des problèmes qui sont quelque peu différents de ceux des autres marchés. Je suis sûr que vous avez ici toute une année de conférences données par des personnes travaillant sur différents marchés. Et vous jugerez par vous-même que les modèles que nous construisons sont quelque peu, voire complètement, différents. Mon objectif aujourd'hui est donc de vous donner un aperçu du type de modèle que nous envisageons. Commençons donc. Commençons par le résumé suivant de la publication Dow Jones, la dépêche qui a annoncé en 2009 que Trafigura, qui est le plus grand négociant, l'un des plus grands négociants de matières premières et d'énergie, est potentiellement en passe d'afficher les meilleurs résultats de son histoire pour l'exercice 2009 grâce à la baisse des prix du pétrole et à des marchés en contango. Souvenez-vous, en 2008, juste l'année précédente, les prix du pétrole ont atteint le niveau le plus élevé possible, soit $159 le baril. Et beaucoup de gens ont blâmé les négociants pour les prix élevés du pétrole. Et pourtant, en 2008, lorsque les prix ont chuté, en 2009, je suis désolé, l'année prochaine, lorsque les prix ont chuté à $30 le baril, comme vous vous en souvenez, au niveau le plus bas dont nous nous souvenons, Trafigura est sur le point de faire le plus gros profit jamais réalisé. Cela semble donc contradictoire. Il gagne donc de l'argent sur les prix bas du pétrole et sur le contango. Et le contango, dont je dois vous expliquer ce que c'est, je suppose que tout le monde ici sait ce qu'est un contrat à terme. Si ce n'est pas le cas, dites-le moi et je vous expliquerai. C'est un 2. Concept très simple, alors ne soyez pas timide et dites-le moi. J'aimerais donc vous montrer comment Trafigura va réaliser un bénéfice record au cours de l'année où les prix sont à un niveau historiquement bas, mais où ils sont en contango. Il s'agit donc de la 3. Graphique des contrats à terme, des prix à terme du pétrole le 15 janvier 2009. Le contrat à terme est simplement le contrat qui vous permet d'acheter aujourd'hui, disons en janvier, le baril de pétrole pour le livrer à une date ultérieure. C'est tout. Vous savez toujours quel sera le prix en lisant le Wall Street Journal, section C ouvrez, vous verrez. Si vous voulez être livré en août, le prix sera d'environ $55. Si vous voulez être livré en février de l'année prochaine, donc en février 2010, le prix sera de $60. Si vous voulez être livré maintenant, le prix sera de $35. Donc, si vous voulez acheter le prix au comptant, pour votre information, il n'y a pas de prix au comptant en tant que tel. Et quoi que vous voyiez sur CNBC, par exemple, à la télévision, lorsqu'ils vous donnent le prix au comptant du pétrole, c'est le prix du premier contrat à terme, donc celui-ci, du contrat à terme le plus proche. Comme vous pouvez le voir, voici la courbe. Rappelons que la courbe est en contango. Si le prix est monotone, il augmente. S'il est décroissant, on parle de dégradation. C'est tout. Il s'agit donc simplement d'un terme utile à connaître. Ainsi, à ce moment-là, le 15 janvier, les prix augmentaient de manière monotone. Ils passent de $35 à février et à $60 en février. Nous sommes donc en février 2009. Nous sommes en février 2010. Nous voyons que les prix sont passés de 35 à 60 $. Voyons maintenant comment Trafigura a gagné de l'argent. Pouvez-vous deviner, au fait? Oui. Audience, ils ont emprunté de l'argent inaudible au comptant et ont ensuite vendu le contrat à terme. Professeur, exactement. C'est donc précisément ce qu'ils ont fait. Mais de quoi a-t-on besoin pour cela? Il y a une petite chose à faire. Audience, des taux d'intérêt bas et la possibilité d'acheter au comptant. 4. Professeur, ce prix correspond à la capacité d'acheter. Mais il faut un peu plus. Il faut. Audience, inaudible.
Professeur, je suis désolé. 5. Audience, inaudible. Professeur, non, non, vous bloquez. Vous avez acheté à 35 $. Audience, stockage. Professeur, le stockage, vous avez besoin du stockage. Vous devez pouvoir attendre un AN, parce que vous avez déjà vendu à 60 $ l'année prochaine, en février. Vous avez donc bloqué un profit massif de, voilà votre stratégie. Il suffit d'en emprunter 35. Achetez un baril. Stockez-le. Puis vendre immédiatement, c'est-à-dire vendre à découvert le baril pour l'année prochaine à 60 $. Donc vous avez gagné 25 $, je suis désolé, vous avez gagné 25 $ juste sur la marchandise. Vous devez, en février, vous obtiendrez février de l'année prochaine, vous obtiendrez ces 25 $. Vous paierez l'intérêt, qui sera peut-être, disons, de 10%. Il s'élèvera donc à 3,5 $. Vous avez donc réalisé un bénéfice total de 21 $. Si, comme Trafigura, vous avez 50 ou 60 millions de barils stockés, vous pouvez facilement calculer l'argent qu'ils ont gagné sans aucun risque cette année-là. Ainsi, lorsque vous entendez dire que les négociants profitent des prix élevés, ce n'est pas le cas. En fait, si les mêmes stations existaient lorsque les prix sont élevés, les intérêts seraient nettement moins élevés. Ils pourraient réduire leurs bénéfices de 50% si, disons, les mêmes stations existaient au prix de 125 à 135 à 160 $. C'est vrai? Vous auriez un énorme paiement d'intérêt? En réalité, vous avez besoin de prix bas, mais vous aimeriez avoir un contango. Vous ne vous souciez pas vraiment de savoir si les prix sont bas ou élevés. Pour résumer, nous devons avoir, je veux dire, juste une petite chose ici, que la stratégie fonctionne comme un charme. La seule chose dont vous avez besoin, c'est de stockage. Ok, permettez-moi d'inverser la question. Permettez-moi de vous poser la question suivante, supposons que nous ayons la même courbe. Nous sommes le 1er janvier 2009 et on nous demande d'obtenir le stockage. Vous voulez que vos patrons vous appellent et vous disent, je veux dire, j'ai besoin de stockage de pétrole d'où à 6 décembre. Ainsi, en août, le prix est de 55 $, en décembre de 58 $. 7. Voici votre carte de crédit. Va la chercher? Eh bien, le stockage est généralement, vous l'obtenez aux ventes aux enchères. Beaucoup de gens viennent aux enchères et font des offres. Alors maintenant, vous utilisez la carte de crédit du patron, n'est-ce pas? Et vous êtes confronté au dilemme suivant, si vous empruntez trop peu, vous ne l'obtiendrez jamais. Si vous faites une offre trop élevée, vous subirez la malédiction du gagnant, c'est-à-dire que vous ne pourrez jamais récupérer l'argent que vous avez payé pour ce stockage. Il faut donc avoir, avant de faire une offre, il faut avoir un plan. Comment récupérer l'argent que vous payez pour le stockage par le biais d'une activité infaillible et sans risque, une stratégie comme celle de Trafigura? Rappelez-vous, ils ont la stratégie sans risque. Ils bloquent les bénéfices. Ils peuvent s'endormir pendant un AN, prendre des vacances, puis revenir et récupérer ce profit. Comment faire? Dans ce cas particulier, vous devez, chaque fois que vous faites une offre, avoir un plan à l'esprit pour récupérer cet argent et même plus, pour obtenir un peu de profit. Je vous pose donc la question suivante, vous avez besoin d'un espace de stockage d'août à décembre. Combien proposeriez-vous? Voici les prix. Si vous avez besoin d'autres prix, ils sont tous là. Vous avez donc besoin de stockage d'août à décembre. Audience, faire la même chose. Faire la même chose qu'avant. Professeur, alors, combien proposeriez-vous pour le stockage?
Vous n'avez pas le stockage, donc vous devez, quand vous l'aurez, vous ferez ce que nous faisions avant, parce qu'avant, nous supposions que nous l'avions déjà. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais si vous gagnez, vous l'aurez. Mais si vous gagnez, vous devez avoir une stratégie pour récupérer cet argent. Oui. Audience, cela dépend du profit que vous voulez faire. Professeur, ce n'est pas le cas, car n'oubliez pas que vous êtes en concurrence avec d'autres. 8. Personne. C'est vrai. Si vous devenez trop gourmand, ils vont surenchérir. Disons un peu plus d'un centime, d'accord. En supposant que vous fassiez ce qui devrait être le cas, quelle est l'offre la plus élevée que vous puissiez faire? 9. Audience, 3 $. Professeur, vous dites 3 $. Vous dites 3 $. Très bien, donnez-moi la stratégie qui permet de récupérer ces 3 $. Audience, mais nous procédons de la même manière. Nous empruntons de l'argent, achetons. Professeur, vous n'avez pas besoin d'emprunter, car il s'agit d'un contrat à terme. Vous n'avez pas besoin d'emprunter, car il s'agit d'un contrat à terme. Vous achetez donc août, en utilisant le contrat à terme, et vous vendez décembre en utilisant le contrat à terme. Vous n'avez même pas besoin d'emprunter de l'argent. Vous devrez peut-être emprunter lorsque vous arriverez au mois d'août, n'est-ce pas? Lorsque vous devrez payer 55 $, vous emprunterez, n'est-ce pas? Vous avez donc fait une offre à 3 $, vous avez récupéré 3 $. Aucun profit? Il est donc fort probable que vous proposiez 2,99 $, n'est-ce pas? C'est probablement le prix le plus élevé possible. Vous devez vous accorder au moins 1 centime de bénéfice, n'est-ce pas? Audience, l'intérêt. Professeur, je suis désolé. Audience, l'intérêt aussi. Professeur, oublions l'intérêt un instant, pour simplifier. En réalité, bien sûr, il ne faut jamais les oublier, mais pour ne pas compliquer nos discussions, pas d'intérêt. Vous serez donc à 2,99 $, me semble-t-il, n'est-ce pas? Vous obtenez 1 centime de profit, et vous avez une stratégie si vous obtenez le stockage. Vous savez ce qu'il faut faire. Vous achetez immédiatement le mois d'août. Vous payez 2,99 $ si vous réussissez à gagner, si tout le monde n'est pas aussi intelligent que vous et ne fait qu'enchérir, ou s'ils veulent faire un plus gros profit. Vous gagnerez le stockage? Vous verrouillerez? Ok, et tout le monde est d'accord, n'est-ce pas? 10. Il s'agit en fait d'une stratégie standard. Les gens l'utilisent tout le temps. Comprenez? C'est ce que j'appellerais, c'est ce que le trader ferait. C'est le genre de trader, donc. Un homme d'affaires ferait ça? C'est une stratégie courante, c'était très, très courant. 11. Disons dans les années 90. Ce que le camp va faire, et c'est là que la valeur ajoutée du camp est pour l'organisation, il va faire quelque chose de complètement différent. Ce qu'il va faire, c'est que le 1er janvier, il va vendre ce que l'on appelle une option sur le spread août-décembre. Vous avez entendu le mot option, n'est-ce pas? L'option est caractérisée par le paiement à l'expiration. Nous avons donc l'expiration. Nous avons le paiement. Il ne s'agit pas d'une option typique, pas d'une option IBM. C'est quelque chose de différent. Le paiement est déterminé à l'expiration, qui est, disons, le 31 juillet, juste avant le début du mois d'août, n'est-ce pas? Vous pouvez consulter à nouveau le Wall Street Journal et regarder les prix de décembre et d'août au 31 juillet. Si la différence est positive, ce petit signe plus signifie que si elle est positive, vous payez cette différence au propriétaire de l'option. Si elle est négative, vous payez 0. Vous êtes plus familier avec les options où l'une de ces choses est juste une grève fixe.
C'est ce qu'on appelle le strike fixe. Ici, il n'y a pas de prix d'exercice. Il s'agit simplement de la différence entre le contrat de décembre et celui d'août. Mais comme il s'agit d'un objet bidimensionnel, il est un peu plus compliqué de l'évaluer. Mais toute une méthodologie a été mise au point, de la même manière que pour les options ordinaires. C'est le cas pour les options mixtes. Le camp vendra donc cette option mixte le 1er août. Pourquoi est-ce plus avantageux? Tout d'abord, nous devons nous demander combien j'obtiendrai pour cette option. Lorsque je l'ai vendue, je vous l'ai donnée pour que vous sachiez que je n'essaie pas de vous tromper ou quoi que ce soit de ce genre. Vous obtiendrez, c'est la formule utilisée pour calculer la valeur de cette option. Et lorsque j'ai substitué tous les paramètres nécessaires, j'obtiens que la valeur de l'option est de 447. J'ai donc immédiatement, le 1er janvier, obtenu 447. Tout le monde s'apprête à faire une offre de $3. J'ai en poche 447. Je peux faire une offre, disons, de 420. N'est-ce pas? C'est 12. Garantie si je sais que 13. Tout le monde enchérit à $30, je gagnerai le stockage. De plus, ma marge bénéficiaire n'est plus d'1 centime. Ma marge bénéficiaire est de $0,27, n'est-ce pas? Si JE peut faire encore 410, je peux même augmenter ma marge bénéficiaire si je veux vraiment être gourmand dans ce cas particulier. Mais il est clair que je peux avoir une plus grande marge. Je peux avoir une plus grande, vous pouvez d'ailleurs deviner, sans même regarder la formule, pourquoi la valeur de cette option était le paiement comme ceci, était ce paiement. Pourquoi le montant est-il supérieur à $3? Il est toujours supérieur à $3. Audience, remise. Professeur, non, oubliez les taux d'intérêt. Il ne s'agit pas de l'escompte. Quelle est la valeur intrinsèque au 1er janvier? S'il n'y a pas de volatilité, la valeur intrinsèque de l'option, donc à volatilité nulle, la valeur de l'option est exactement la différence entre décembre et août au 1er janvier, soit $3. $3 est donc la valeur intrinsèque de cette option. Et nous savons tout que la valeur de l'option est supérieure à la valeur intrinsèque s'il y a une volatilité. Parce qu'il y a une volatilité, la valeur est supérieure à $3. Et en fait, elle est nettement supérieure à $3, parce que la volatilité des marchés inaudibles est très élevée. Elle est beaucoup, beaucoup plus élevée que celle que l'on observe dans les taux d'intérêt, les effets ou les actions, les indices, je veux dire. Oui. Audience, vous obtenez donc de l'argent en prenant plus de risques, en fait. Professeur, nous y reviendrons. Vous posez exactement la bonne question, car oui, je suis fier. J'ai obtenu 447. J'ai payé 420. Je veux dire que j'ai fait une offre pour 20. Bien sûr, j'ai gagné. J'ai mon entrepôt. Je l'ai ramené à la maison. Voyons maintenant quel type de risque j'ai ramené à la maison. Il me reste 2700 dans ma poche. C'est mon bénéfice. 14. Mais supposons maintenant que le 31 juillet, le prix de décembre passe à $80 et le prix d'août à $55. J'ai vendu cette option. Combien dois-je au 31 juillet, l'option est exercée? Combien dois-je au propriétaire de l'option si, le 31 juillet, décembre est à 80 et août à 55? Oui, $25. Je n'ai que 2700 en poche, n'est-ce pas? Que dois-je faire? C'est mon risque, comme vous me le dites. C'est le risque que, tout à coup, je doive une somme astronomique à la personne à qui j'ai vendu cette option. Que dois-je faire? J'aimerais savoir si je dois me rendre au Venezuela. Où? Pouvez-vous deviner? N'oubliez pas que je dispose d'un espace de stockage.
Le 31 juillet, le prix du mois d'août est de 55 $ et celui du mois de décembre de 80 $. Vous m'avez donc déjà dit ce qu'il fallait faire dans cette situation. C'est ce que feraient les négociants. Ils achèteront immédiatement le mois d'août à 55 $ et vendront immédiatement le mois de décembre, parce que j'ai le stockage. Je peux maintenant extraire ces 25 $ en utilisant mon actif physique. C'est là toute la beauté des options physiques ou réelles, je peux, en faisant certaines choses, extraire le paiement de l'option. Je suis donc complètement protégé. Il me semble donc que mon stockage et cette option de spread sont la même chose. Parce que je suis entièrement couvert avec mon stockage. D'accord, c'est clair. Comprenez-vous comment j'ai réussi à me sortir de cette terrible situation? Oui. Audience, que se passe-t-il lorsque la valeur de ce que vous avez en stock devient supérieure à ce que vous avez reçu de la vente aux enchères? Professeur, mais c'est une vente aux enchères, n'est-ce pas? J'ai donc reçu 447. Tout le monde enchérit à 3 $ ou 2,99 $, puis à 20 $. Il n'y a pas de valeur de stockage, si ce n'est la valeur de l'enchère. Donc, si mon offre est la plus élevée, c'est tout. Je l'ai reçue? C'est votre question ou vous me demandez autre chose? Audience, je veux visualiser la récompense. C'est quand le 15. Professeur, oh, vous parlez de ce qui se passe si, vice-versa, décembre ne passe pas à 80 $, mais à 20 $, n'est-ce pas? Et celui-ci reste à 55 $. Je ne fais rien, car le paiement de l'option est égal à 0, car la différence est négative. Je ne dois donc rien au propriétaire de l'option et je ne fais rien de mon stockage. Il s'agit d'une proposition entièrement couverte. Le stockage et l'option sont donc une seule et même chose. D'accord. Des questions. Sur le plan conceptuel, nous sommes sur la même longueur d'onde, n'est-ce pas? Ok, il s'agissait bien sûr de la caricature de la situation réelle. La réalité est donc un peu plus compliquée, comme toujours. En réalité, supposons que je fasse une offre pour 2 ans. J'ai besoin du stockage pour 2 ans. Il y a de nombreuses options de spread que je peux vendre, n'est-ce pas? Dans cet exemple, mon exemple, encore une fois, dans l'exemple caricatural, j'ai vendu août-décembre. J'aurais pu vendre août-novembre, août-octobre, n'est-ce pas? Ou je peux vendre, si j'ai 2 ans, je peux dire mai, novembre, juin, septembre, etc. Si j'ai 2 ans, c'est 24. Vous pouvez comprendre combien d'options je peux vendre. Je veux dire, juste des options ou, des options pour mettre le pétrole dans le réservoir aujourd'hui, et l'extraire 6 mois plus tard avec un certain profit, ou peut-être 3 mois plus tard. Il y a donc beaucoup d'options de ce type. Je dois donc tout d'abord déterminer, je peux donc vendre beaucoup de cette option contre le stockage, quel est le portefeuille d'options le plus précieux que je puisse vendre contre le stockage. Je dois déterminer quel est le portefeuille d'options le plus intéressant que je peux vendre contre le stockage. C'est là que notre stratégie commence à prendre forme. Nous voulons donc optimiser quelque chose. Et que optimisons-nous? Nous optimisons la valeur du portefeuille que nous pouvons vendre contre le stockage. La valeur, c'est, vous vous souvenez de l'argent que j'obtiens en vendant l'option. Je ne veux pas seulement obtenir 447. Je veux maximiser, et l'amener au niveau le plus élevé. 16. Possible sur la base des informations, informations sur les prix, informations sur la volatilité. Qui existe à ce moment précis? Je veux déterminer quel type d'option de portefeuille. 17. Il s'agit maintenant d'optimisation. Quelles sont les contraintes?
Et maintenant, les contraintes exigent que vous ayez une certaine compréhension technique, contractuelle, juridique et environnementale de ce qui se passe. La contrainte la plus simple que je puisse vous donner est que vous ne pouvez pas mettre le gaz dans le sol ou le pétrole dans le réservoir aussi rapidement que vous le souhaitez. Le taux d'injection est soumis à certaines contraintes. Le taux d'extraction est soumis à certaines contraintes. Il n'est pas possible d'extraire instantanément du gaz du sol ou du pétrole du réservoir. Vous ne pouvez jamais avoir une situation, rappelez-vous que lorsque l'option expire, vous devez faire quelque chose pour l'extraire. N'oubliez pas que pour extraire la valeur, chaque fois que vous devez 15 ou 25 $ à quelqu'un, le détenteur de l'option, vous devez mettre le pétrole dans le réservoir, attendre 6 mois et l'extraire. En aucun cas, donc votre portefeuille d'options doit être vendu de telle manière contre le stockage qu'en aucun cas, vous ne vous retrouvez dans la situation où l'option est dans la monnaie. L'option est donc positive. Vous devez faire quelque chose pour en extraire la valeur. Vous devez donc injecter, et il n'y a pas de place, parce que vous avez fait quelque chose avant, parce que d'autres options ont expiré avant, et vous mettez déjà de l'huile dans le réservoir. Et le réservoir est plein? Une nouvelle option arrive à échéance et vous demande d'en rajouter dans le réservoir, mais il n'y a plus de place. Dans la situation inverse, lorsque vous devez vendre du pétrole et que le réservoir est vide, parce que d'autres options de ce portefeuille ont réussi à épuiser complètement le pétrole du réservoir. Des questions. Essayons donc de rédiger ce problème d'optimisation. Juste pour le plaisir, pour que vous ayez une idée de ce qui se passe. Tout d'abord, voyons ce que nous essayons d'optimiser. Commençons par la fin. Ce contrat m'indique simplement que je voulais un certain F est le prix du contrat à terme avec expiration, disons, au mois de juin. Ce terme particulier, 18. De la somme m'indique donc le montant que je devrais payer en juin si je 19. Acheter, c'est le volume. Disons que nous sommes en janvier. Si j'achète en juin cette quantité de pétrole en utilisant mon contrat à terme, combien dois-je payer? Il s'agit en quelque sorte de l'argent que je sors de ma poche. N'est-ce pas? C'est clair? C'est la même chose ici. Il y a une option ici. Il s'agit simplement d'acheter et de vendre, d'acheter dans le stockage et de vendre à partir du stockage. Vous êtes d'accord? Cette liste est un peu plus compliquée. Il s'agit de l'option dont je vous ai parlé précédemment, l'option qui injecte le pétrole dans le réservoir à un mois, l'extrait au mois I et l'extrait au mois J, qui est plus tardif. Vous extrayez donc en juin, puis en novembre. Il s'agit donc de la valeur de l'option. C'est le volume associé à cette option. J'ai vendu cette option. Par conséquent, j'ai un flux de trésorerie positif. J'ai donc 447 dans ma poche. C'est une autre option que j'ai vendue. Il s'agit d'une option qui est en quelque sorte à l'opposé, c'est-à-dire que vous extrayez d'abord, puis vous injectez, ce qui est la situation typique lorsque vous recevez votre stockage avec déjà du pétrole dans le réservoir. La courbe n'est pas en contango, mais en dégradation. Il n'est donc pas rentable de le vendre maintenant parce que les prix sont élevés, puis de le remplacer plus tard. Il s'agit donc d'une situation en quelque sorte symétrique à celle-ci, aux options dont nous avons déjà discuté. C'est juste que cela fonctionne lorsque la courbe est dans la direction opposée. Vous essayez donc de gagner de l'argent par tous les moyens. Il suffit de regarder les prix. Vous essayez de gagner de l'argent. Vous essayez donc d'optimiser votre portefeuille. D'accord. Parlons maintenant des contraintes. Pour déterminer les contraintes, j'introduis maintenant la variable booléenne, qui est 1 ou 0, et qui me dit en fait si, lorsque j'arrive à l'exercice de cette option, comme dans notre cas le 31 juillet, dans notre premier 20,
Exemple, et que je vois que l'option est dans l'argent ou non. Dois-je faire quelque chose ou non? Dois-je injecter dans le stockage? S'agit-il de 15 $ ou de moins 15 $? Si c'est moins 15 $, la différence entre les 21. Si le prix de l'option est plus élevé, je ne fais rien. Si le prix est supérieur à 15 $, je dois faire quelque chose, car le propriétaire de l'option me demande 15 $, n'est-ce pas? Je dois donc mettre du pétrole dans le réservoir et l'extraire un peu plus tard. C'est donc la première chose à faire. C'est la même chose avec l'option qui est opposée, d'abord le retrait, puis l'injection. Ainsi, les contraintes d'injection seront assez simples. Au niveau de l'expiration, je regarde. Si celle-ci est égale à 1, cela signifie que je dois faire quelque chose. Et ce que je dois faire, je dois injecter au mois I, je dois injecter ce volume 11J, qui a été retiré plus tard. Il s'agit donc d'une injection. Si une option antérieure était dans le négatif, je dois donc injecter avant et retirer maintenant, cela annulera mon injection. Donc, si simultanément, j'ai une injection, parce qu'une option est dans la monnaie, et un retrait parce que l'option qui a été exercée avant est dans la monnaie, ils s'annulent en quelque sorte l'un l'autre. C'est pourquoi ce signe est un plus et un moins. Il en va de même pour les autres options et pour les contrats à terme pur. Et ce taux doit être inférieur au taux d'injection. Il en va de même pour le taux de retrait, n'est-ce pas? Je veux dire que c'est une considération similaire. Les contraintes de capacité maximale me disent que si je commence avec ce stock dans mon réservoir au moment 0, et que c'est essentiellement la quantité que j'obtiendrai à tout moment I, pour tout mois I, c'est la quantité que j'aurai dans mon réservoir à ce moment I. Vous devez me croire, parce que ce n'est pas quelque chose de trivial. Il en va de même pour les contraintes minimales. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que les inconnus sont X, Y, Z, V, et malheureusement, oméga est également inconnu. Oméga, c'est juste, c'est en fait les volumes. C'est une sorte de variable de contrôle, le prix. Et le prix peut être, l'écart peut être positif, négatif, peut être 0. Et cela devient un problème non linéaire très laid, très rapidement, très grand. Il y a donc beaucoup de variables. 22. Pour 2 ans, vous avez quoi? 12 fois 11, ce qui fait 132. Laissez-moi juste, non, 24. Je suis désolé. C'est 24 fois 23, donc 12 fois, c'est donc un grand nombre de variables, plus 1. 23. Un nombre de contraintes tout aussi important, et les contraintes ne sont pas linéaires. Le problème est donc assez difficile. Je vous laisse décider de la manière de le résoudre. C'est la raison pour laquelle des cours d'optimisation sont dispensés ici. Je pense qu'il y a plusieurs approches possibles. Il y a l'approximation, où ce problème est approché, disons par la programmation linéaire, ou la programmation quadratique, ou ce que vous voulez. Vous pouvez le faire par le biais de simulation de Monte-Carlo. Il existe également une approche intéressante par le biais du contrôle stochastique. Je vous recommande un article de Carmona et Ludkowski, qui explique exactement comment procéder, comment prendre la décision d'injecter ou de retirer du pétrole en se basant sur le contrôle stochastique, la méthodologie d'optimisation stochastique. Il s'agit d'un article très intéressant. L'une ou l'autre de ces approches peut donc être utilisée. Elles sont utilisées et donnent parfois des résultats différents, mais vous pouvez inaudible. Des questions jusqu'à présent. Audience, la solution du contrôle stochastique est-elle une solution optimale ou une solution exacte? Donne-t-elle la solution approchée par la simulation de Monte-Carlo? Professeur, permettez-moi d'exprimer les choses de la façon suivante.
Aucune de ces solutions n'est meilleure, ou jolie, ou quoi que ce soit d'autre, à cause des paramètres qui entrent en jeu dans le problème. Vous pouvez avoir la méthodologie la plus précise, mais si vos paramètres ne sont précis qu'à 50%, en réalité, tous ces paramètres nécessaires pour les simulations de Monte-Carlo avec contrôle stochastique, nous ne savons pas vraiment ce qu'ils sont. Nous ne pouvons que deviner à travers une marque de marché implicite avec la volatilité, etc. Et si vous vous trompez, vous vous trompez. Même votre méthode peut être absolument précise. J'aime bien ça, parce que c'est vraiment très beau les mathématiques là-bas. Personnellement, nous ne faisons pas cela. Je ne vais pas vous dire ce que nous utilisons, mais nous faisons quelque chose de différent. Et notre méthodologie est choisie pour être 24. Robuste. Nous l'avons choisie parce que nous voulons que la méthodologie soit extrêmement robuste. Nous ne voulons donc pas de petits changements, nous ne voulons pas d'une situation ou de petits changements, qui se produisent généralement lorsque vous paramétrez à l'excès, se produisent. Je veux dire que les gens aiment aller et 25. Plus tard, dans la seconde moitié, j'aborderai certains des modèles utilisés. Par exemple, ils voient la richesse du comportement des prix, et ils veulent introduire un grand nombre de paramètres pour capturer cette richesse. Ce faisant, ils sacrifient la stabilité et la robustesse. De petits changements dans les paramètres et la valeur peuvent changer de manière substantielle. Nous préférons donc une approche différente, où nous sacrifions peut-être une partie de la valeur, mais où nous gagnons en robustesse et en stabilité. Et c'est ce qui est le plus important. Et surtout, tout ce que nous utilisons dans le modèle peut être vérifié par les régulateurs et les contrôleurs externes, ce qui, à notre époque, est extrêmement important. En effet, de nos jours, un modèle calibré, ne serait-ce que le mot calibré, fait lever beaucoup d'antennes. Nous essayons donc de ne pas calibrer quoi que ce soit. Tout ce que nous faisons peut être vérifié, chaque petite brique qui entre dans le modèle peut être échangée sur le marché et peut être vérifiée. C'est très, très important à notre époque. Oui. Audience, inaudible. Qu'entendez-vous par calibrage inaudible? Professeur, nous y reviendrons, mais la réponse la plus rapide est la suivante, le modèle comporte de nombreux paramètres. Je vais vous montrer quelques-uns des modèles utilisés. Ces paramètres ne sont pas. Vous ne les voyez pas sur le marché. C'est le résultat de votre modèle. C'est parce que vous avez choisi ce modèle particulier. Le modèle Black-Scholes utilise un seul paramètre. Si vous utilisez Black-Scholes avec un terme de diffusion de saut, et d'autres, vous introduisez 10 autres paramètres, ces paramètres ne sont pas observables. Il faut donc les calibrer d'une manière ou d'une autre en fonction des données du marché. L'étalonnage devient assez intéressant, car il se fait généralement par une sorte d'approche des moindres carrés. Vous essayez donc d'examiner les données observables, puis d'ajuster vos paramètres à l'aide d'une approche des moindres carrés afin de les faire correspondre à ces données. La méthode des moindres carrés 26 est notoirement mauvaise, et il existe donc de nombreuses solutions. 27. L'ensemble des solutions peut être très plat, ce qui permet de s'arrêter très tôt. Les moindres carrés posent donc des problèmes. Il s'agit d'une optimisation non linéaire, qui est donc très difficile en soi. L'étalonnage peut donc être très, très instable. D'autres questions? D'accord. Maintenant, je dois vous dire le secret, il n'y a pas de Père Noël. Rappelez-vous, je vous disais que j'allais et que je vendais l'option pour obtenir 447. J'ai l'option. En réalité, il n'y a pas de marché des options. Personne ne vous achètera cette option. Le marché de cette option est inexistant. Que faire dans cette situation particulière?
C'est là que toute la beauté de Black Scholes entre en jeu. Black Scholes n'a pas reçu le prix Nobel pour avoir intégré une fonction de paiement très simple que l'on peut faire en première année d'école. Ils ont reçu le prix Nobel, où ils ont été appréciés pour ce qu'ils ont fait, parce qu'ils ont montré que, avec cette valeur, ils n'ont pas aussi la stratégie qui vous permet, en faisant quelque chose tous les jours ou toutes les demi-journées, de répliquer ce inaudible. Donc si vous avez payé l'option 5 $, vous pouvez montrer ce qu'il faut faire tous les jours. Ils vous disent ce qu'il faut faire chaque jour pour récupérer ces 5 $ à la fin. C'est donc leur principale réalisation. Ou si j'ai vendu une option et que j'ai reçu 5 $, alors je ferai quelque chose j'utiliserai ces 5 $ pour reproduire tout paiement que je dois à la fin. Je vous l'ai vendu, par exemple. À la fin, je vous dois donc 50 $. Mais ils ont montré comment, grâce à la couverture dynamique et à l'utilisation de ces 5 $ que je reçois à l'avance, je peux être en mesure d'honorer mes obligations envers vous. Ils ont donc montré comment reproduire le paiement de l'option. En réalité, je n'ai pas besoin d'avoir le marché. Si j'ai vendu à quelqu'un une option pour 47, je n'ai pas besoin d'avoir quelqu'un qui l'achète. Ce que je vais faire, c'est simplement utiliser cette stratégie de couverture dynamique que Black Scholes m'a conseillé, l'adopter pour les options mixtes, ce qui, à la fin, me donnera 447. C'est tout. Mais là encore, c'est une autre tâche que les quants devront accomplir. Non seulement ils trouveront la valeur, ils produiront chaque jour la stratégie qui vous permettra 28. D'extraire ces 447. 29. Nous avons déjà montré ce qu'il fallait faire avec le stockage. Mais il faut maintenant passer à un niveau de complexité supérieur. Vous devez dire au trader ce qu'il doit faire chaque jour pour, en réalité, obtenir ces 447 en vendant cette option. Vous avez donc dit à ce trader, je vends ce portefeuille pour 100 000 $ pour le stockage. D'accord, mais il n'y a personne pour le vendre. Et vous dites, ne vous inquiétez pas. Je le ferai par le biais de la couverture dynamique. À la fin, vous obtiendrez vos 100 000 $. Ainsi, il vous croira. Et il le fera? Il obtiendra 100 000 $. Ensuite, au niveau suivant, vous devez travailler avec la personne qui exploite le stockage. Vous lui direz quand injecter du pétrole et quand le retirer, et vous obtiendrez toute cette magie dont nous avons déjà parlé. Je pense donc qu'il est tout à fait logique que je m'arrête maintenant. Dans la prochaine partie, nous verrons comment modéliser la centrale électrique. Nous passons donc au sujet suivant. Jusqu'à présent, nous avons vu comment modéliser un bien physique appelé stockage. La même approche peut être utilisée pour modéliser pratiquement tout ce qui nous intéresse. Par exemple, nous pouvons utiliser la même chose pour modéliser les pétroliers, les centrales électriques, ces raffineries de stockage, tout, les lignes électriques, les pipelines, tout peut être modélisé à l'aide de cette méthodologie. Bien sûr, la nature de la bête sera différente. Et vous devez comprendre les nuances et comme je l'ai dit, les contraintes. La modélisation, par exemple, d'un navire-citerne nécessite la compréhension de tous les itinéraires, des contraintes dans les ports, etc. Mais l'approche conceptuelle et philosophique est la même. Il faut trouver des options qui apportent une valeur ajoutée. Je n'ai donc évidemment pas le temps de tout passer en revue. Mais, encore une fois, pour que vous puissiez vous faire une idée de la situation, permettez-moi de décider comment modéliser la centrale électrique. Supposons que vous soyez le directeur de la centrale marchande. Marchand signifie que c'est vous qui décidez de la faire fonctionner. 30. Ou non. Vous l'exploitez pour maximiser le profit de cette centrale électrique. Comment décider? Vous. Voyons ce qu'il en est. 31.
Disons que vous décidez une fois par jour, le matin, de l'allumer, de l'éteindre ou de ne pas l'allumer. Comment décider? Cela semble compliqué? En réalité, c'est très simple. Vous vous réveillez le matin. Vous regardez tout d'abord le journal pour connaître le prix de l'électricité aujourd'hui. Vous connaissez le prix de l'électricité pour chaque heure, parfois pour chaque quart d'heure. Il est déterminé. Vous savez donc ce qu'il en est pour chaque heure, ou peut-être le prix journalier, suffisant pour toute la journée. C'est donc le prix. Si vous le vendez, c'est le montant que vous obtiendrez. En revanche, pour produire un mégawattheure d'électricité, il faut faire quelque chose. Il faut faire tourner les turbines. Il faut donc apporter du combustible. Il faut mettre du carburant dans les turbines, juste pour les faire bouger et produire de l'électricité. Le combustible peut être n'importe quoi. Disons que c'est du gaz naturel, mais du combustible. Vous devez maintenant déterminer, vous savez donc combien d'argent vous obtiendrez pour un mégawattheure d'électricité, n'est-ce pas? Mais combien cela vous coûtera-t-il de la produire? Pour déterminer combien de combustible il vous faut pour produire ce mégawattheure, vous devez d'abord connaître le rendement de la centrale. En effet, l'efficacité de la centrale vous indique combien d'unités de combustible, disons combien de MBTU, c'est-à-dire de millions d'unités thermiques britanniques de gaz naturel, c'est ainsi qu'elle est mesurée, combien de MBTU de gaz naturel vous devez brûler pour produire un mégawattheure. Cette mesure de l'efficacité de la centrale électrique s'appelle le taux de chaleur. Le taux de chaleur est exactement ce coefficient par lequel vous multipliez si je dis que le taux de chaleur est de 7, cela signifie que j'ai besoin de 7 mtus de gaz naturel pour produire un mégawattheure d'électricité, c'est tout. Dans notre cas, il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter. Il s'agit simplement d'une constante donnée. Il s'agit d'une constante entre 7 et 20. Le chiffre 20 correspond à une centrale très 32. Inefficace, très rarement exploitée. 7 est actuellement une sorte de constante. Standard. C'est la constante correspondant à la centrale au gaz naturel, qui est, à l'heure actuelle, la majorité des centrales au gaz naturel. 33. Sont les centrales au gaz naturel. D'autres coûts sont également associés à la production d'un mégawattheure, la climatisation, les coûts de main-d'œuvre, etc. En général, ce n'est pas la composante la plus importante. Donc si, disons, c'est 7, quel est le prix du gaz naturel à l'heure actuelle? Vous en souvenez-vous? Audience, $3.20. Professeur, j'aimerais bien, mais ce n'est pas le cas. Le prix de l'électricité est d'environ $4 par mégawattheure. Il faut donc $28, probablement $3, donc $31 pour produire un mégawattheure. Audience, je pensais à l'essence. Professeur, oh, non, pas le gaz naturel. Désolé, mais même l'essence est aujourd'hui à environ $5. Audience, vraiment? Professeur, oui. Ou peut-être que vous êtes en train de remplir votre réservoir à un endroit que vous partagerez avec nous. Rire est-ce bien clair? En gros, on se réveille. Vous regardez le prix de l'électricité? Disons que c'est $50. Vous savez que votre usine a, disons, un taux de chaleur de 8. Vous regardez le prix du gaz naturel, qui est de $4, et le coût variable de $3. Il est de $4, le coût variable est de $3. Allons-nous faire fonctionner l'usine? Quel sera votre bénéfice? Donc $4, $8, $3, ce qui donne $35 pour produire un mégawattheure. Cela fait $50. Vous avez réalisé un bénéfice de $15. Vous l'allumez? Elle fonctionne? Si,
Par contre, le prix de l'électricité est de 30 $, vous lisez le journal et vous vous rendormez. Et rien ne se passe. Vous obtenez 0 pour ce jour. C'est donc le maximum entre ce prix et 0. Vous êtes d'accord? 34. Avant de passer à la diapositive suivante, nous devrons déterminer ce qui est, si je veux acheter une centrale électrique, combien je suis prêt à payer? 35. À payer pour cela? Ce que je suis prêt à payer. Je sais que chaque jour j'obtiens cette chose, n'est-ce pas? Mais je ne sais pas. Chacune de ces choses est un nombre aléatoire. Je dois donc en quelque sorte acheter, je dois construire la distribution de ce prix, et peut-être la corrélation entre eux. Il s'agit d'une distribution bidimensionnelle, donc d'une corrélation, et de trouver une valeur attendue. Et c'est le montant que je souhaite payer pour la centrale électrique. Nous arrivons donc à une question intéressante. C'est maintenant que le vrai travail commence. Je sais que c'est la valeur que je dois intégrer, mais je ne sais pas par rapport à quelle distribution. Je dois donc maintenant construire le modèle des prix de l'électricité et du carburant. Ensuite, je prends cette distribution bidimensionnelle et j'essaie de trouver l'espérance. Et c'est ce que je suis prêt à payer pour cette centrale électrique, d'accord. Commençons donc par construire ces éléments. C'est ce que feront les quants en utilisant déjà l'expérience d'autres marchés, etc. Vous avez déjà entendu les autres conférences. Nous allons donc commencer par examiner la distribution des prix de l'électricité. Car je ne sais pas comment modéliser l'évolution des prix de l'électricité. Je sais que si j'utilise simplement le mouvement brownien, disons que c'est ma première idée. Voyons voir. Le mouvement brownien nous donne la distribution qui, comme vous vous en souvenez, est normalement distribuée à tout moment. Si je regarde la distribution terminale du prix, qui est entraînée par le mouvement brownien, si je suppose que le prix est entraîné par le mouvement brownien, alors à la fin, j'obtiendrai la distribution normale. Donc, si je regarde, disons les actions, c'est le S&P 500 en effet, nous savons tout que le S&P a des queues grasses, n'est-ce pas? Mais comme nous le verrons dans un instant, il ne s'agit pas d'une grosse queue. Elle est très proche de la distribution. 36. Normal. Pour les investisseurs en actions, bien sûr, pour ceux qui négocient les actions, il s'agit d'une queue extrêmement grosse. Mais du point de vue des matières premières, il s'agit d'une distribution normale parfaite. 37. C'est à cette distribution que nous avons affaire. Les queues ici sont justes, donc la distribution normale sort immédiatement de la fenêtre. Donc le mouvement brownien sort de la fenêtre, nous ne pouvons pas construire cette distribution des prix terminaux de l'électricité en utilisant cela. C'est une chose. Nous avons donc des queues très grosses. Il s'agit des paramètres qui spécifient la distribution. Si je regarde l'indice des actions, par exemple, l'aplatissement est très proche de l'aplatissement de la distribution normale, qui est exactement de 3. Mais si je regarde le Nord Pool, c'est-à-dire les prix de l'électricité dans les pays scandinaves, l'aplatissement est de 26. Si je regarde le prix de Wano, il est de 76. Comme vous pouvez le constater, la situation est donc aussi éloignée de la normale que possible. Nous l'avons vu dans l'image. Et voici les chiffres correspondants. De plus, regardez le comportement des prix. Voici le prix au Texas, par exemple, les prix de l'électricité au Texas. Qu'est-ce qui saute immédiatement? Je veux dire, regardez les prix et dites, waouh, en quoi est-ce différent de ce que vous voyez, disons, dans le monde des actions, le marché boursier, par exemple. Qu'est-ce qui vous saute aux yeux? Qu'est-ce qui est différent ici? Allez-y. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse.
Audience, les PIX. Professeur, les PIX, c'est le mot-clé. Comme aucun autre marché, nous avons des PIX ici. C'est un problème majeur pour nous du point de vue de la modélisation. Si l'on prend n'importe quelle norme, par exemple le mouvement brownien, il ne présentera jamais ses pics. De plus, la volatilité des prix, comme nous le prévoyons déjà, est énorme. Elle se chiffre en centaines. La volatilité du S&P est actuellement de 10%. C'est 100, 200, parfois 1000, n'est-ce pas? Toute l'intuition que vous avez sur le comportement des prix, le comportement des variables aléatoires, est principalement développée, inaudible, sous cette hypothèse de volatilité de 10, 15, 20%. 38. Lorsque les variables se comportent de manière totalement différente, lorsqu'elles ont une volatilité de 100%, 200% ou 300%, c'est un autre élément qui nous posera problème, les pics et la volatilité élevée. C'est la même chose. C'est le cas partout, et je tenais donc à préciser qu'il s'agit d'une région différente du pays, mais que c'est exactement la même chose. Il s'agit donc d'un phénomène commun. Donc, si vous regardez et commencez à résumer ce que nous essayons de saisir, la réversion moyenne et les pics sont plus ou moins la même chose, donc nous savons que si nous nous éloignons, cela reviendra, courtoisie élevée, changement de régime, j'en parlerai dans un instant, et non stationnarité. Cela va sans dire. C'est vrai pour la plupart des marchés. Et maintenant, le problème que nous devons saisir, ou pas le problème mais un autre phénomène que nous devons saisir, est que l'énergie et le combustible, le gaz naturel, présentent une structure de corrélation très particulière. La corrélation n'est donc pas un nombre. Elle dépend du taux de chaleur sur le marché. Rappelons que le taux de chaleur est l'efficacité de la centrale électrique qui fonctionne sur le marché. En fonction de l'efficacité, la corrélation peut être très élevée ou faible. Nous en discuterons à la fin de cet exposé, et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Pour l'instant, je vous donne quelque chose, nous observons, et nos modèles, de préférence, devraient aussi capturer cela. Les exigences pour notre modèle sont donc assez intenses et assez difficiles. Je ne pense pas que l'on puisse jamais supposer que la corrélation doit avoir une structure particulière, dépendant simplement de certains paramètres, etc. Ok, des questions. Les modèles sont donc généralement, la première chose que les gens font, c'est de prendre les modèles qu'ils connaissent et d'essayer de les appliquer. Passons rapidement en revue les modèles. Je veux dire que vous avez déjà vu ces modèles dans les cours précédents, n'est-ce pas? Commençons par le mouvement brownien simple, géométrique, qui sort tout de suite de la fenêtre, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord, parce qu'il n'y a pas de pics, pas de hauteur, pas de structure de corrélation. 39. Rien? Il est donc clair que nous voulons commencer avec le mouvement brownien géométrique, et essayer de le modifier un peu. Qu'est-ce qu'un pic? Un pic signifie que les choses montent, puis qu'elles sont ramenées en arrière. Il devrait donc y avoir un certain retour à la moyenne, n'est-ce pas? Le retour à la moyenne est une bonne chose, n'est-ce pas? Mais malheureusement, le retour à la moyenne, tout d'abord, il est assez fort, donc il va, rappelez-vous, si le prix passe de $30 à $1000, et revient à $30, le retour à la moyenne devrait être extrêmement fort, n'est-ce pas? Deuxièmement, qu'est-ce qui le pousse à atteindre le niveau de $1000? Il faut qu'il y ait un saut. C'est la raison pour laquelle les gens introduisent des sauts, pour avoir une réversion moyenne, des sauts et une réversion moyenne. Mais il est de plus en plus clair que cela ne fonctionnera pas pour la raison suivante, le titre passe de $30 à $1000, puis redescend, parce qu'il s'agit d'un pic. Il redescend en 3 ou 4 jours. Il revient. Le retour à la moyenne devrait donc être extrêmement fort.
la force du recul devrait être extrêmement forte. Mais si elle est si forte qu'elle vous fait reculer de 1000 à 30 $, imaginez ce qu'elle fait lorsque vous êtes au niveau de 30 $. Parce qu'il sera complètement plat, rien, vous ne pourrez pas vous y déplacer, n'est-ce pas? Les gens ont donc observé cela et ont introduit, eh bien, ils ont compris que peut-être la réversion moyenne sera différente au niveau de 1000 $ que lorsque vous êtes au niveau normal de 30 $, donc la différence. C'est ainsi que l'on introduit ce que l'on appelle le changement de régime. Cela signifie que tous les paramètres changent, donc on introduit le type de niveau de prix élevé, le niveau de prix bas, les paramètres changent. Nous en arrivons maintenant à l'exemple dont nous avons parlé dans la première partie. Vous vous retrouvez avec un modèle comportant 10 ou 12 paramètres, ce qui est 40. Absolument impossible à gérer. Je veux dire que je peux vous donner une autre heure, probablement, pour discuter des raisons pour lesquelles cette approche en général n'est pas bonne. Et pas seulement dans les matières premières, mais partout ailleurs. Je veux dire que je ne suis pas un grand fan des modèles extrêmement compliqués, parce que l'introduction d'une complexité entraîne l'introduction d'une autre complexité. Et vous? 41? Ne peut pas gérer cette chose? C'est impossible à gérer? En théorie, c'est fantastique, mais c'est ingérable. Nous devons donc trouver autre chose. Toutes ces méthodologies, et je les ai mises là, les méthodologies que les gens utilisent réellement, la volatilité stochastique, le changement de régime, les sauts multiples, etc. Tout cela est utilisé, mais ce n'est pas ce que je veux suggérer. Je voudrais proposer quelque chose de complètement différent. Il s'agit des méthodologies qui proviennent généralement du monde des titres à revenus fixes, des devises, des actions, etc. Je veux introduire quelque chose de complètement différent. Des questions jusqu'à présent. Je souhaite donc présenter une méthodologie plus adaptée et plus compréhensible du point de vue des produits de base. Car en fait, qu'est-ce que le prix d'un produit de base ? Le prix d'une marchandise est déterminé par deux éléments seulement. Pouvez-vous deviner lesquels? Audience, l'offre et la demande. Professeur, exactement, l'offre et la demande, c'est tout. C'est ce que nous allons essayer de faire. Peut-être pouvons-nous, nous avons du mal à modéliser les prix des produits de base en utilisant uniquement ces méthodologies standards des différents marchés, qui reposent uniquement sur les prix eux-mêmes. Peut-être que si j'introduisais également une modélisation fondamentale, je pourrais le faire sans perdre la partie la plus importante de ce modèle, à savoir qu'il correspond aux données du marché. Je dois donc modéliser l'offre et la demande. Mais j'aimerais aussi faire correspondre toutes les données du marché dont je dispose. Il se peut donc que j'introduise une complexité complètement différente, ou peut-être pas. Essayons donc de voir si j'y parviendrai ou non. Avant d'entrer dans le vif du sujet, examinons comment les prix de l'électricité sont formés. Les prix de l'électricité sont formés de la manière suivante, disons que le marché est 42. Composé de deux centrales électriques. Il y a le générateur 1 et le générateur 2. Chaque jour, ils reçoivent les prix de l'électricité formés lors de la vente aux enchères. 43. Ainsi, à chaque fois, les producteurs soumettent leurs offres, qui sont les suivantes. Je peux produire 50 MW pour une heure donnée. Je produirai 50 MW. Si vous me demandez de n'en produire que 50, je les produirai à 20 $. Pourquoi? Parce que j'exploiterai ma centrale électrique la plus efficace, qui est la moins chère à exploiter. Je produirai 50 MW. Si vous en voulez plus, si vous voulez que je fais une offre, si vous voulez que je produise 100, vous devrez me payer 25 $, car je devrais mettre en place des centrales électriques moins efficaces, etc. 200 à 30 $, et si vous voulez que je produise 600, vous devrez me payer 50 $.
C'est donc mon offre, ce qu'on appelle la pile d'offres. C'est ce que j'envoie à la vente aux enchères. L'autre personne envoie des choses similaires. Le commissaire-priseur, il y a un commissaire-priseur, une organisation, appelée opérateur de système indépendant, ISO. Il recueille toutes ces offres. Ils savent quelle sera la demande demain. Ils collectent, connaissant la demande, ils vont d'abord trier toutes les offres de la manière la plus optimale. Ils vont donc les rassembler en les triant. Le commissaire-priseur a donc combiné toutes ces deux offres, créé ce graphique, en se basant sur la quantité qu'il doit générer. En fonction de la demande, voici le prix. Ce sera le prix de compensation du marché. Ensuite, comme le commissaire-priseur connaît toutes les offres, il enverra la demande pour tel ou tel générateur. Ainsi, vous générez 60, vous générez 600, ou autre chose. Le prix final est le prix le plus élevé, en fait le prix le plus élevé nécessaire pour répondre à la demande. Si la demande est de 600, ce sera le prix. Si elle est de 800, ce sera le prix. Le prix est donc clairement fonction de la demande pour un jour donné. Même si c'est le cas, si je regarde le graphique de la demande en fonction du prix, je devrais voir quelque chose de similaire. Voyons ce qu'il en est. Si l'on prend un marché particulier et que l'on fait le graphique de dispersion, c'est-à-dire la demande en fonction du prix, on voit que c'est le graphique que l'on s'attend à voir. 44. Il est un peu gras. Pourquoi est-elle grosse? Pourquoi n'est-ce pas une ligne droite? Pourquoi n'est-ce pas la même ligne qu'avant, mais elle est grosse? Qu'est-ce qui est aléatoire ici? Rappelez-vous que je vous ai dit que chaque producteur fera une offre approximative de ce que lui coûtera la production le jour en question. Ce coût dépend du prix du carburant, qui est un nombre aléatoire. Vous pouvez donc voir ici un grand nombre de ces courbes, mais elles se déplacent de manière aléatoire parce que le prix du carburant influe sur le coût de fonctionnement. Mais d'un point de vue conceptuel et philosophique, c'est exactement ce dont nous avons discuté, à savoir que ces personnes feront une offre sur cette courbe. Et en fonction de la demande, le prix sera simplement la valeur de cette courbe. Êtes-vous d'accord avec moi? Jusqu'à présent, tout va bien. C'est donc ce que nous essayons de modéliser. Si nous pouvons modéliser cela, si je peux modéliser pour chaque jour la courbe d'offres que le commissaire-priseur, l'opérateur de système indépendant voit, je connais le prix ce jour-là. D'ailleurs, je ne veux pas être trop compliqué, mais en réalité, je n'ai même pas besoin de connaître précisément la courbe. Je dois en quelque sorte connaître précisément la distribution, car rappelez-vous, pour la valeur de l'option, vous n'avez pas besoin de savoir où le prix sera à l'expiration. Il suffit de savoir comment le prix sera distribué. Si l'on capte correctement la distribution grâce à la couverture dynamique et ainsi de suite, c'est ce que dit Black-Scholes, on peut en fait évaluer correctement l'option. Vous pouvez donc évaluer correctement la centrale électrique. Mais ce n'est pas la question. Le fait est que j'essaie maintenant de modéliser, d'une manière ou d'une autre, le caractère aléatoire de cette courbe d'offres. Pour résumer, le prix de l'électricité est fonction de quoi? De la demande, clairement, nous savons déjà que c'est cela. Mais aussi les prix des combustibles, parce que les prix des combustibles déterminent le coût de la production et, par conséquent, le montant de l'offre de chaque producteur sur 45. Le marché? Cela dépend du coût. Si le gaz naturel explose, le prix de production d'un mégawatt sera très élevé. La personne sera donc, le producteur fera une offre très élevée. 46. Des prix élevés. Et c'est ce que nous voyons ici. Nous devons également modéliser les pannes, car le marché n'est qu'une sorte de flotte finie de centrales électriques. Si l'une d'entre elles tombe en panne, le prix de l'électricité peut s'en trouver considérablement affecté.
En 1997, dans l'Indiana, le prix est passé de $40 à $7000 parce qu'une tornade a frappé la centrale nucléaire. Vous enlevez une grande partie de la production de la pile, et tout d'un coup, vous devez faire fonctionner absolument n'importe quoi, y compris des diesels très chers, et ainsi de suite. Le prix de l'électricité grimpe donc en flèche. Ok, ce sont donc 3 choses que nous essayons de modéliser. Comment allons-nous les modéliser? Avant même d'aborder la modélisation de ces éléments, permettez-moi d'exposer à nouveau notre approche de la modélisation. Si je connais le prix du combustible, disons qu'il n'y a pas de panne, si je connais le prix du combustible, je sais alors combien chacun des générateurs, combien cela coûtera pour chacun des générateurs sur le marché. Parce que je connais tout le monde sur le marché, je sais combien il en coûtera à chacun d'eux pour produire de l'électricité. Ainsi, si je connais le prix du combustible, je peux générer ce que l'on appelle la pile de production. Cela signifie le coût de production pour chacun des générateurs, pour chacun des participants au marché. Les pannes me permettront simplement d'éliminer certains de ces participants du tableau. J'ai donc besoin de savoir cela, mais c'est, à tout moment, si je connais les pannes, je connais les prix des combustibles, je peux construire le coût de production pour tout le monde. C'est donc proche de la pile d'offres. C'est quelque chose qu'ils vont proposer, leur coût, peut-être plus un peu de profit. Je ne sais pas quelles sont leurs marges bénéficiaires. Mais ce que je sais, c'est que je connais les prix du marché. Je connais les options, comment elles se négocient, etc. La pile d'offres suivra donc, en général, la pile de production. Il s'agira plus ou moins de la même chose, avec peut-être quelques exigences de profit supplémentaires. Mais je, 47, peux calculer ces exigences de profit à partir des prix du marché. C'est là que mon approche de l'offre et de la demande et le marché se rejoignent. 48. J'ajusterai la pile de production de telle manière, peut-être en la déplaçant vers le haut et vers le bas, que j'ai fait correspondre les prix, et j'ai fait correspondre les prix des options, et j'ai donc mesuré la volatilité du marché. La boucle est donc bouclée, si j'y parviens. Des questions. Voici la clé. Voyons si j'y parviens. Si j'y parviens, si je sais comment modéliser l'évolution des prix des combustibles, si je sais comment les pannes sont modélisées et si je modélise la demande, je peux alors déterminer comment les prix de l'électricité évolueront dans le temps. Le prix de l'électricité est donc fonction de la pile d'offres et de la demande, comme vous vous en souvenez. Donc, si je connais l'évolution de la pile d'offres, l'évolution de la demande, je peux déterminer l'évolution du prix de l'électricité, une approche complètement différente. Commençons donc par l'évolution du carburant, par la construction du modèle de carburant. Je vous ai dit qu'il y avait du gaz naturel. En réalité, nous devons modéliser tous ces éléments. Parce que chacun d'entre eux a une courbe en raison de la volatilité. Cela semble beaucoup, mais en réalité ce n'est pas le cas, parce que nous en avons une assez bonne idée. Contrairement au prix de l'électricité, avec les pics et tout ce comportement fou, nous avons une bonne idée du comportement de ces choses, parce qu'elles sont toutes stackables. D'ailleurs, les prix de l'électricité augmentent parce qu'ils ne peuvent pas être stockés, parce qu'ils ne sont pas stackables. Parce qu'ils ne sont pas stackables, vous ne pouvez pas lisser les variations de la demande. Juste pour que vous ayez, votre action est immédiate. Il s'agit de marchandises stackables, donc le comportement est beaucoup plus régulier. Ils sont beaucoup plus proches, disons, des prix des actions. Nous pouvons donc utiliser des modèles standards. Du point de vue de la modélisation, ils ne sont donc pas particulièrement difficiles à modéliser. En particulier, le gaz naturel, le mazout et le fioul, le charbon, nous comprenons assez bien comment ces choses sont modélisées. Les pannes, eh bien, nous prenons le modèle standard 2, et la théorie de la fiabilité nous fournit un. 49.
Mécanisme et un appareil très bien développé pour modéliser ces choses. 50. Je veux dire que nous le faisons généralement par le biais d'une sorte de processus de Poisson, ou d'une version du processus de Poisson. Ce processus est très bien compris. Il y a beaucoup de littérature à ce sujet. Nous pouvons le modéliser très facilement. Où trouver les paramètres de ces poissons? Le gouvernement nous les fournit. Il existe des données gouvernementales. Parfois, nous les obtenons directement des centrales électriques. Tout le monde suit la fréquence des pannes, etc. Demande, comment allons-nous modéliser la demande? Eh bien, nous modéliserons la demande par la température, typiquement. Pourquoi la température? Parce que pour la température, nous avons beaucoup de données. C'est une donnée statistiquement très stable. Il existe donc de nombreuses approches différentes pour modéliser la température. C'est à vous de décider. La littérature est abondante, je ne vais donc pas entrer dans les détails. Nous choisissons donc quelque chose. Nous modélisons la température. À partir de là, nous modélisons la demande. Et cela fonctionne plutôt bien. Nous avons donc maintenant modélisé l'évolution de la température, l'évolution de la demande, l'évolution du combustible, l'évolution des pannes. Nous pouvons maintenant construire la pile de production. Rappelez-vous, la production était cette courbe qui était une fonction de la demande, mais aussi de la fraction des pannes, des coûts variables, etc. et du combustible, du vecteur des combustibles. Ensuite, il y a ces paramètres alpha que nous choisissons pour faire correspondre les contrats à terme, la courbe à terme des prix de l'électricité et tous les autres paramètres du marché dont nous avons besoin. C'est ainsi que nous obtenons. Nous faisons correspondre le marché et la formation de l'offre et de la demande. Maintenant, il est très clair qu'avec cette approche, je peux capturer des pics sans effort, sans aucun effort. Et la raison est très simple. Il s'agit de souvenez-vous de ma pile d'offres ou de ma pile de production, peu importe. Donc, pour les volumes de production élevés, il devient de plus en plus coûteux de produire. Au bout d'un certain temps, vous avez épuisé toutes vos plantes bon marché. Vous devez 51. Aller à 52. Des installations très coûteuses, comme les centrales diesel, etc., qui ne fonctionnent qu'une fois dans la vie, une fois par an, 2 fois par an. Et très chères. Mais ce sont elles qui déterminent le prix. Ce sont elles qui déterminent le prix de compensation sur le marché. Voyons voir. Si nous sommes quelque part ici, c'est la demande. La demande est déterminée par la température. La température est typiquement une chose normale avec peut-être une inversion de la moyenne. Si elle augmente, elle inverse généralement une partie de la moyenne. Voici donc la répartition de la demande dans les environs. Si la demande se déplace vers la gauche ou vers la droite, vers le haut ou vers le bas, les prix ne changent pas beaucoup. Il s'agit donc d'un régime normal. Mais supposons que la demande se situe quelque part ici. Si vous êtes à gauche, les prix sont très bas. Mais dès que vous vous déplacez un peu vers la droite, la température monte un peu dans la zone haute. Vous atteignez immédiatement la barre des $1000. Mais n'oubliez pas que les températures sont synonymes de réversion, c'est-à-dire que dans les 5 ou 6 jours qui suivent, la maladie réapparaît. Vous revenez en arrière. Le prix passe d'un niveau élevé à un niveau normal. C'est ce qu'on appelle les pics. Vous l'obtenez tout à fait gratuitement. Je vais vous montrer quelques graphiques. L'un est le graphique réel. L'autre est le graphique simulé à l'aide de cette approche pour le même marché. Comme vous pouvez le voir, il s'agit du prix réel pour cette période particulière. Ce sont les prix que nous générons, une simple simulation de Monte-Carlo. Comme vous pouvez le voir, cela peut être facilement le cas.
Du point de vue de la distribution des pics et ainsi de suite, c'est exactement la même chose. C'est ce que nous recherchions. D'ailleurs, je vais vous en dire encore plus. Si je connaissais le passé du carburant, il est évident que mon approche, il y a deux graphiques ici. Vous ne pouvez pas les distinguer, parce que j'ai substitué exactement le bon prix du carburant, juste le prix. 53. Réel, qui était historiquement. Par conséquent, mon prix et le prix réel sont identiques. Donc, mais en réalité, bien sûr, je ne connais pas le passé. Mais comme je vous l'ai expliqué, je n'ai pas besoin de le savoir. Il me suffit de savoir que la distribution des prix des carburants est correctement saisie. Une fois que j'ai correctement saisi la distribution des prix des carburants, j'ai, d'après cela, correctement saisi la distribution des prix de l'électricité. 54. De plus, comme vous pouvez le voir, nous avons un comportement très agréable. Du point de vue des paramètres, voici le modèle. Regardez l'aplatissement. Il s'agit de l'été. L'aplatissement du modèle et l'aplatissement des données empiriques sont très, très proches. Les distributions sont donc très proches. Je veux dire, l'asymétrie et ainsi de suite, c'est une très, très bonne capture de la distribution. Cette approche fonctionne donc très bien. Elle est complètement différente de celle à laquelle on est habitué, mais c'est vraiment celle qui fonctionne. De plus, dernier avantage, point bonus, il s'agit d'une structure de corrélation simulée, vous vous souvenez. Et voici la structure réelle, très proche. Et la beauté de la chose, c'est que vous n'avez pas à, ce n'est pas une entrée. C'est un résultat. Je n'utilise jamais la corrélation comme entrée dans mon modèle. Je l'ai. J'ai la distribution de l'énergie, la distribution du carburant, du gaz naturel, je mets tout cela ensemble, je calcule la corrélation et c'est ce que j'obtiens. Cela signifie qu'il s'agit vraiment d'une approche correcte. Et je n'ai pas besoin de la mettre, je n'ai pas besoin de chercher la distribution qui a cette propriété. Cette propriété vient gratuitement, juste comme résultat de la façon complètement alternative de modéliser cette chose. Quels en sont les inconvénients? L'aspect négatif est qu'il est extrêmement difficile de le faire et de le maintenir, parce qu'il faut conserver les informations relatives à chaque centrale électrique qui a été construite, qui a été mise hors service, qui sera construite, et ainsi de suite. En effet, il faut tenir compte des prix de l'électricité dans 10 ou 20 ans. Il faut savoir ce qui va se passer, quel type de pile il faut prévoir. Cela fait beaucoup d'informations à conserver. Je veux dire qu'il faut une grande organisation pour travailler sur ce sujet, pour le maintenir, pour construire le modèle. Parce que chaque région de ce pays a un marché différent. Il faut donc... Je veux dire que c'est une entreprise de grande envergure. Cela prend des années. Ce n'est donc pas comme si vous pouviez l'obtenir à partir d'une boîte de conserve. C'est cher. Je pense donc que c'est le bon moment pour m'arrêter. Si vous avez des questions. 55. N'hésitez pas à m'en faire part. Des questions. Je pense que c'est de la musique pour... mes oreilles. Je vous remercie de votre attention.